Bonjour, publicité des actes des collectivités, dernière question, ultime solution. Une ordonnance et un décret du 7 octobre 2021 ont été adoptés pour mettre en œuvre une disposition prévue par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, article 78, visant à simplifier les modalités donc, de publicité des actes des collectivités. Voici les références de ces deux textes, avec des mesures qui ne sont pas sans susciter quelques interrogations et avec des simplifications, parfois en trompe-l'œil ou en tout cas inabouties. Premièrement, on a le procès-verbal qui est à distinguer aujourd'hui du compte-rendu de séance. Or, le PV de séance est pérennisé, voire même en réalité renforcé, alors que le compte-rendu de séance, lui, disparaît. Donc, voici quelques éléments sur ce qu'est le droit de ce PV aujourd'hui et le fait qu'il y a des psychodrames sur ces PV et sur l'approbation donc du PV de la séance précédente avec différentes solutions techniques que je vous ai résumées ici parce que ça donne lieu quand même à pas mal de contentieux. Alors qu'en réalité, la plupart des jurisprudences nous disent que finalement, se sont acceptés ou pas une modification à un PV, par exemple, sont des actes non attaquables dans la jurisprudence majoritaire. Or, que dit le nouveau droit ? Eh bien, il nous dit comment on doit faire un PV. Mais du coup, il le rend plus obligatoire que ce que disait le juge avant. Voilà, pour le coup, c'est un peu dommage, pour ceux qui aiment en tout cas la simplicité administrative. Voici ce que nous dit le nouveau texte. Et donc, on va retenir qu'il devra être signé par le maire et secrétaire de séance. Il n'y a pas toujours. Et après, il y a une diffusion. Donc, avantage, on n'a plus le psychodrame de la signature par tout le monde et donc des débats infinis sur ce point. Mais en revanche, on va commencer à avoir des débats sur le fait que puisque cet acte se trouve renforcé dans son existence juridique, on va recommencer à avoir des débats et un contrôle du juge probable sur la teneur même de cet acte. Donc de ce point de vue-là, simplification pour partie et pour partie nouvelle complexité ou nouvelle rigidité. Idem d'ailleurs pour les départements et régions où on retrouve des formulations comparables. Donc ceux qui se passaient de procès-verbal ou qui le remplaçaient par un enregistrement de la séance ne pourront plus probablement s'en tenir à ces solutions. Avantage, on a un contenu minimal du PV, on a clairement la fait que ce n'est pas un compte-rendu exhaustif et on n'a plus besoin de faire signer ce document par tout le monde. Le compte-rendu de séance, lui, est supprimé, mais là aussi, c'est une fausse simplification puisqu'à la place s'impose l'affichage de la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant, ce qui n'est pas la même chose, mais pas très loin puisque le compte-rendu avait le droit d'être extrêmement synthétique comme je vous l'expose ici. On a une suppression d'un compte-rendu, mais bon, qu'on doit faire un affichage des délibérations, ce qui était quasiment le compte-rendu. Là aussi, on se demande si on a voulu saboter la simplification ou s'il y a une ignorance derrière cette fausse simplification. On va signaler que le droit départemental se contente de la publication du PV de séance, idem pour le droit régional. Et là, ça fait faire doublon. Pourquoi on n'a pas appliqué les solutions simples du droit régional ou départemental, si ce n'est pour des raisons de taille des lieux d'affichage, mais mise en ligne eût pu suffire tout de même puisqu'on a déjà annoncé la séance. À noter d'ailleurs que par contre les articles en question, notamment le 21, 21, 24 du CGCT ont été largement modifiés, mais pas l'article sur les publicités relatives au développement économique et aux mesures en matière de DSP. Et ça, ce sont des mesures de publicité très souvent oubliées. Donc j'en profite pour vous le glisser. Le registre de délibération. Là aussi, voici quelques rappels du droit existant avant le 1er juillet 2022. Et ce que prévoit le droit applicable à partir du 1er juillet 2022, c'est signature par le maire ou le secrétaire de séance, une fois pour toute la séance. Donc, de ce point de vue-là, c'est une simplification, clairement. De quelques ajustements marginaux, mais l'hypothèse d'un registre purement électronique et mise à la place du papier est rejetée, à mon sens, hélas. Les délibérations du conseil municipal n'ont plus à être signées par l'ensemble des conseillers municipaux présents à la séance. La réalité de cette obligation n'était pas toujours, de toute manière, respectée. Et la signature manuscrite du maire ou des secrétaires de séance est apposée sur le registre sur l'ensemble des délibérations en un seul bloc.
Le décret prévoit un ajustement de l'article R21-21-9 sur ce point, pour là aussi confondre qu'il n'y a plus de prévu la signature des autres élus, autres que le secrétaire de séance, à ne pas confondre avec l'auxiliaire du secrétaire de séance. Le secrétaire de séance, c'est un élu. Et puis quelques autres modifications sur la tenue de ce registre. Voici le texte. Là aussi, on aurait pu tout mettre en électronique. On va rappeler que départements et régions n'ont pas un tel registre obligatoire. Alors, la plupart des départements et des régions ont créé un registre par commodité ou parce qu'on voulait se sécuriser en appliquant un droit plus strict qui est le droit communal. Mais là aussi, on est passé à côté d'une vraie souplesse qui existe à l'échelle départementale et régionale. Recueil des actes, il est supprimé. Attention, il y a un débat sur le point de savoir si on maintient le registre des arrêtés, et même, il y a un débat en réalité sur le point de savoir si celui-ci était obligatoire, article L2131 du CGCT. Apparemment, la réforme est passée à côté de cette difficulté. Elle est passée à côté d'une autre difficulté aussi. Est-ce que ça s'applique au CCAS, par analogie, par transposition directe ou pas Gros débat. Pour l'ensemble des actes que nous sommes en train d'évoquer. À ce jour, voici un résumé du droit applicable qui est assez subtil. Moi, ça m'amuse beaucoup, mais bon, voilà, c'est de l'histoire du droit bientôt, puisque le recueil est supprimé. Mais il est supprimé au profit d'autres mesures de publicité. On va voir ça tout à l'heure, c'est le point numéro 9. Un bug a été corrigé au 21, 21, 26, d'accord. Les convocations n'ont pas été modifiées en ce que le droit prévoit l'affichage ou la publication de ces convocations. Donc voici ici quelques références. Et surtout, donc, il y a désormais, à la place du compte rendu de séance, enfin, qui est affiché, et surtout d'autres mesures, notamment recueil des actes administratifs, une publication dématérialisée sur le site. Sauf que là aussi, il y a pas mal de difficultés. Donc, on a l'obligation d'affichage et de publication sur papier des actes est supprimée, et des souplesses sont prévues en dessous de 3500 habitants, ainsi que pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes fermés. Pour les syndicats mixtes ouverts, là aussi, quelques débats existent. Voici le texte de cette réforme qui se continue ici, et la version électronique de ces documents doit préciser l'auteur. Alors, attention, la publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à 2 mois, nous dit la partie réglementaire de cette réforme. La partie législative, ordonnance future législative de cette réforme, nous dit en revanche que ça doit être permanent et gratuit. Alors, est-ce que c'est l'outil qui est permanent et gratuit, mais acte par acte, minimum 2 mois, ou est-ce que c'est permanent et gratuit pour l'ensemble des actes? Faites de manière permanente et gratuite la publicité en ligne de vos actes de manière permanente et gratuite. Ne plafonnez pas à 2 ou 3 mois, puisque la partie législative risque de conduire à une publicité dépassant les 2 mois. Là aussi, petit bug dans la rédaction des textes. Et puis, pour les moins de 3500 habitants, un régime d'adaptation de 6 mois est prévu quand on a des communes nouvelles. Malheureusement, le texte est rédigé en parlant de fusion de communes. Mais bon, ils ont dû vouloir dire commune nouvelle, je pense. Si le franchissement résulte de la pure et simple démographie, alors là, par contre, on applique le droit commun. Et puis, voici le texte décrétal sur ce point. Alors, du coup, c'est quoi le mode d'emploi? Le mode d'emploi, il est le suivant. Si j'ai un acte individuel, je le notifie. Si j'ai un acte réglementaire, je vais le mettre en ligne avec ce nouveau régime. Mais les moins de 3500 habitants et syndicats de communes et syndicats fermés auront le choix entre la mise en ligne comme les autres, ou la publication papier, ou l'affichage. Avec le petit graphique que j'ai fait ici pour vous présenter tout ceci. Là aussi, on aurait pu envisager un site comme celui qui existe pour les circulaires, où on upload tout ceci, et ça vaut à la fois transmission à l'État et notification pour tout le monde, et avec un seul mode de recherche pour l'ensemble des citoyens français. Enfin bon, ça aurait été trop simple. Attention, en matière d'urbanisme, là on a un régime différent, avec l'utilisation de géoportailurbanisme.gouv.fr, d'une part, un certain nombre de possibilités de transmission de papier si on a des difficultés, mais avec un report du coup des dettes contentieux, et sur ce point, une entrée en vigueur de la partie urbanisme de l'ordonnance au 1er janvier 2023, et non pas au 1er juillet 2022, comme pour le reste. Il continue à y avoir des règles en matière de communication papier avec des reformulations que voici, et de la télétransmission, quelques ajustements textuels qui en fait entérinent l'existant, à peu près, pour le seuil de 50 000 habitants, que voici. Et puis une transposition de tout ceci à l'intercommunalité, avec les règles que voilà. Et pour le syndicat mixte ouvert, voici ce que j'ai essayé de décrire et de comprendre.
quelques ajustements ultramarins et les règles d'entrée en vigueur que j'exposais, 1er juillet 2022, avec beaucoup de difficultés, notamment pour ceux qui n'avaient pas de site internet, ceux qui n'ont pas délibéré à temps pour les moins de 3500, etc. Et quelques difficultés sur l'urbanisme avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, mais avec quelques incertitudes sur les cumuls ou pas de certaines mesures de publicité. Bon, sur tout ceci, on a bien besoin d'expertise et de retour de terrain. Bonjour à tous les trois. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour maître. Quelles sont les difficultés qui vous semblent persistantes ? La première difficulté à mettre en exergue est l'absence de définition du site internet en lui-même pour des communes qui n'en bénéficient pas ou pour celles de plus de 3500 habitants qui n'auraient pas eu la possibilité de délibérer avant la date fatidique du 1er juillet et qui se retrouveraient donc en situation d'infraction par rapport aux nouvelles normes en vigueur. L'autre point qui me semble important, c'est la pratique de la vie communale avec d'une part les arrêtés pris en urgence, et on sait que dans la vie communale, ce sont des actes que nous avons régulièrement l'occasion d'adopter, par exemple les arrêtés de péril, les arrêtés de police générale, qui sont régulièrement pris par l'autorité municipale. Le deuxième point, ce sont les arrêtés que nous affichons in situ, les arrêtés réglementaires que nous avons besoin de matérialiser pour que l'ensemble des citoyens connaissent l'existence de la norme municipale et qui vont un peu à l'encontre de cette idée de dématérialisation. Et pour l'urbanisme ? On peut regretter que la réforme n'ait pas été assez précise concernant ces autorisations, car en effet, si les documents d'urbanisme pour partie sont concernés par la réforme à partir du 1er janvier 2023, il en reste quand même que le code de l'urbanisme aujourd'hui n'est pas modifié par la réforme et les actes individuels restent tout de même soumis à une obligation d'affichage par le code de l'urbanisme. Donc cette double catégorie finalement, acte individuel avec affichage qui le rend pour partie réglementaire, eh bien reste encore imprécis dans la réforme. Et quelles sont les difficultés recensées du côté des associations de maires ? La première, c'est déjà de pouvoir bien délimiter la frontière entre ce qu'on entend par un acte individuel qui doit être notifié et un acte réglementaire ou bien ni individuel ni réglementaire, ces fameux actes un peu décision d'espèce. Identifier cette typologie est un petit peu compliqué, c'est pas chose aisée même pour des juristes avertis. Et du coup, comme ça conditionne les formalités de publicité, voilà, c'est une des premières difficultés techniques, juridiques en tout cas, qu'on peut déceler. En dehors de cela, on a aussi la question des délais qui, pour l'affichage, la publication, pardon, des actes réglementaires sur le site internet. L'ordonnance nous parlait d'une publication de façon permanente et gratuite. Le décret nous parlait de 2 mois à minima. On a compris que dans les fiches des GCL, que de manière permanente et gratuite, c'était plutôt entendu comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qu'on partait donc sur les dispositions du décret de 2 mois à minima pour la publication en ligne des actes réglementaires. Sur le PV, on n'a pas encore de précision quant à la publication en ligne, mais voilà, on nous dit dans la fiche des GCL qu'il est recommandé d'aligner la durée de mise en ligne du PV sur la durée d'utilité administrative, donc au moins 1 an. Et la liste des délibérations qui doit aussi être publiée en ligne quand la commune dispose d'un site internet, double modalité d'affichage, donc aussi la mise en ligne, dont la durée n'est toujours pas précisée par la DGCL. On pense qu'il faudrait privilégier une durée d'au moins 2 mois. En dehors de cela, on a aussi des questions qui reviennent sur le procès-verbal des assemblées délibérantes et notamment comment on va prendre en considération les remarques des élus sur le PV à partir du 1er juillet, puisque les conseillers municipaux ne sont plus signataires du PV, seulement le maire, le président ou le secrétaire de séance vont signer ce PV. Donc, comment faire pour prendre en considération les remarques des élus? Donc, voilà, peut-être 2 possibilités, noter les remarques des élus à la fin du PV qui est soumis à approbation en début de séance, le publier en ligne ensuite dans la semaine qui suit, comme exigé par l'article 21-21-15 du Code général des collectivités, ou bien noter les remarques des élus à propos de la séance
précédente sur le PV de la séance du jour, même si peut-être que ça plaira moins à certains élus qui souhaitent que leurs remarques soient bien attachées au PV de la séance concernée. On a aussi quelques questions aussi juridiques sur la signature des délibérations, hein, puisque c'est bien précisé dans les nouvelles règles du CGCT que ces délibérations doivent être signées par le maire et le président ou le secrétaire de séance, voilà, comme le PV. Donc c'est un allègement puisqu'elles sont plus signées par l'ensemble des conseillers municipaux. Néanmoins, on comprend des nouvelles dispositions que c'est bien chaque délibération qui doit être signée et non pas le bloc de délibération par la pratique du feuillet de clôture. Donc c'est un allègement un petit peu en demi-teinte. Et puis, je voulais simplement peut-être évoquer les questions techniques, plus les difficultés techniques, hein, sur la question des sites Internet. Alors déjà, toutes les collectivités n'ont pas de site Internet. Bon, certes, elles peuvent déroger si on parle des communes de moins de 3500 habitants et des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. Mais je pense aux syndicats mixtes ouverts qui ne sont pas soumis, qui n'ont pas la possibilité de déroger et qui n'ont pas toujours de site Internet. Donc, on comprend là aussi à la lecture des fiches DGCL que sans doute leurs actes pourraient être hébergés sur une page de l'une des communes membres pour voilà, que leurs actes puissent être publiés en ligne à condition que la page soit bien identifiée. Voilà, on le comprend à la lecture de la fiche DGCL qui permet, en tout cas qui dit clairement qu'une commune qui n'aurait pas de site, pourrait publier ses actes sur la page d'un site internet d'une intercommunalité auquel elle appartient. Donc si on le prend dans ce sens, on peut imaginer aussi que l'inverse, pour un syndicat intercommunal, il puisse aussi, un syndicat mixte, ouvert, peu importe, il puisse héberger ses actes sur la page d'un site internet de l'une de ses communes membres. En tout cas, ça paraît plutôt logique. Et puis, bon, quelques questionnements quand même qui nous arrivent beaucoup sur la protection des données personnelles, sur les mentions protégées. Revenons à Troyes, comment avez-vous préparé cette grande bascule, à la ville comme à l'agglomération ? À la publication de la réforme, le directeur général adjoint en charge du pôle sécurité juridique m'a désigné en porteur de projet afin effectivement de procéder à la formation juridique des agents en charge du contrôle de légalité et de la publication des actes administratifs. Nous avons donc travaillé en lien avec le service informatique de la ville de Troyes, mais aussi la société publique locale qui nous accompagne déjà sur le contrôle de légalité des actes. Donc aujourd'hui, grâce à cette plateforme, au moment du contrôle de légalité des actes, nous aurons en plus une publication sur le site internet de la ville de Troyes, ce qui nous permet d'avoir un eurodatage à la fois du contrôle de légalité et à la fois de la publication. Donc en fait, cette solution informatique nous permet de renforcer la sécurité juridique des actes administratifs de la ville de Troyes. Mademoiselle Skive n'a pas, par pudeur, précisé qu'elle a accompagné également, dans le cadre de la mutualisation, la communauté d'agglomération, mais également dans le cadre du schéma de mutualisation, les autres communes de l'agglomération qui l'ont souhaité, justement dans cette formation juridique, pour appréhender une réforme qui, in fine, est une illustration de notre pierre angulaire dans les lois de Roland, qu'est l'adaptabilité du service public. C'est également une bonne illustration d'un point auquel la municipalité troyenne est viscéralement attachée, c'est la transparence, l'open data, la possibilité pour tous les citoyens de connaître en temps réel l'existence des normes locales. Finalement, ça va être aussi une révolution matérielle puisqu'on va faire disparaître les très nombreux panneaux d'affichage des arrêtés papier que nous avions depuis des années à Troyes, où nous avions en moyenne 4000 feuilles qui étaient affichées en permanence. On vit une réforme et nous avons porté avec Mademoiselle Skive la mise en œuvre de cette réforme. C'est une très bonne chose pour la vie municipale. D'une manière générale, les communes vous semblent-elles prêtes ? On va dire qu'elles ont été quand même bien accaparées par les élections ces derniers temps. Elles ont découvert récemment les dispositions nouvelles. Donc non, clairement, elles ne sont pas prêtes. Et on a assez peu d'informations aussi qui ont été diffusées de la DGCL, du ministère, pour clarifier toutes ces dispositions. Donc non, toutes ne sont pas prêtes. Certaines ont pris le choix très clairement de déroger, en tout cas celles qui le peuvent, de moins de 3500 habitants, à l'obligation de publication électronique. Voilà, ça c'est un problème de régler pour elles.
en tout cas. Après, on a aussi quand même, il faut le dire, pour faire terminer sur une note positive, un certain nombre de collectivités qui faisaient déjà de la publication en ligne de leurs actes et qui, voilà, c'est juste quelques petits ajustements à faire et notamment augmenter la capacité de stockage peut-être de leur site internet parce qu'il va y avoir de plus en plus d'actes qui vont être mis en ligne. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.